Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là malgré la deuxième semaine de congé. Et oui, c'est toujours le questionnement quand c'est un congé parisien. Dit bon, comment sera la salle Marguerite de Navarre? Donc je vois avec plaisir que vous êtes nombreux. Bien, je vais donc immédiatement reprendre le fil de ma leçon précédente qui s'intitulait donc Sacrifice et citoyenneté des Athéniennes au féminin. Et je voudrais repartir des 3 constats qui étaient ressortis de cette investigation de la semaine dernière. Un premier point, c'est le fait que depuis l'entrée en vigueur de la loi de Périclès en 451, la fille légitime d'un citoyen, souvenez-vous, est un vecteur de légitimité, un vecteur de citoyenneté pour les enfants qu'elle met au monde dans le cadre d'un mariage avec un citoyen. C'est le premier point, et nous avons vu que les plaidoyers d'orateurs mobilisaient ce genre d'arguments quand il s'agissait de souligner la pertinence d'accorder à quelqu'un le titre de citoyen, voire de soutenir la revendication d'un héritage. Premier point, donc. Deuxième point, le lexique de la citoyenneté féminine existe bel et bien. Souvenez-vous, politis, asté, athénaia. Et on l'a vu apparaître à plusieurs reprises dans les discours judiciaires. Or, même limité dans ses emplois, parce qu'il faut bien reconnaître que ces termes au féminin ne sont pas d'un usage extrêmement fréquent, mais même limité dans ses emplois, le vocabulaire véhicule une conceptualisation de ce qu'il désigne. Donc, parler d'une femme citoyenne ne relève pas de l'oxymore, puisque les mots existent pour le dire. Troisième point, la définition de la citoyenneté varie selon le type de document qui en parle. Ça, c'est très important. Vous savez que c'est quelque chose auquel je suis toujours très attentive, les différents genres documentaires auxquels on a affaire. Les plaidoyers d'orateurs que je viens d'évoquer soulignent à cette fin le fait de prendre part au culte. Souvenez-vous, les hiéras, les affaires de la cité sous l'autorité des dieux, les hosia, et globalement les activités collectives, les koina. Ce sont des termes que nous avons vus passer dans les plaidoyers, et évidemment parmi ces koina, on trouve la participation au pouvoir délibératif et judiciaire. On l'a vu la semaine dernière, Aristote, dans sa politique, donne une place essentielle à cette dernière composante, la participation à l'arché, au pouvoir à la fois délibératif et judiciaire, sans faire droit aux critères de la participation au culte. Donc là, on a une distinction à faire entre les types documentaires auxquels on a affaire. La raison tient au cadre de réflexion que le philosophe met en place dans son traité de sciences politiques. Il le dit explicitement dans un passage que je n'ai pas encore lu avec vous, et qui se situe au début du livre 1 de la politique, quand le philosophe tente de circonscrire son objet en termes généraux. Et je voudrais lire avant d'en arriver au thème que je vous ai annoncé la semaine dernière, le sacrifice au féminin, je voudrais lire ce passage avec vous, qui est rarement analysé dans ce type de réflexion, et pourtant il me semble essentiel. Que nous dit Aristote? On voit donc par là, bon, ça fait évidemment référence à la démonstration qu'il vient de faire et dans le détail de laquelle je n'entre pas, on voit donc par là que la cité fait partie des choses naturelles. Et vous avez la notion de physis qui apparaît. Et que l'homme est par nature un être vivant politique. Alors c'est le fameux animal politique qui est cité ad nauseam quand on parle d'Aristote, et donc vous avez le politikon zoon, mais fondamentalement, zoon, c'est un être vivant. Alors, ça peut être un animal, bien sûr, mais c'est avant tout un être vivant. C'est pour ça que j'ai restauré cette traduction.
un être vivant politique, tandis que celui qui, par inclination et non par infortune, ne vit pas en cité, est ou bien un être déficient, ou bien un être supérieur à l'homme. La cité est à la fois naturelle et antérieure à chacun, c'est clair. Si, dans l'état d'isolement, l'individu ne se suffit point, sa situation sera semblable à celle des autres parties d'un tout par rapport à ce dernier, et celui qui ne peut faire communauté ou qui n'en a nul besoin parce qu'il se suffit, ne fait en rien partie d'une cité. Donc là, on commence à définir les éléments qui composent la cité jusqu'aux définitions dont on a parlé la semaine dernière. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Il est dès lors, donc celui qui ne fait pas partie d'une cité, il est dès lors une bête sauvage ou un dieu. Naturelle est donc chez tous les hommes la tendance à former cette sorte de communauté. Et vous voyez que l'animal ici, c'est Therion, l'animal sauvage. En d'autres termes, à la lecture de ce passage, on voit que pour Aristote, les dieux sont autosuffisants et jouissent d'une félicité éternelle. Et il reviendra plus loin dans le traité sur ce point, je ne m'y appesantis pas. Donc, encore une fois, le type de document auquel on a affaire est essentiel. Contrairement à Échille, dont je vous ai rappelé qu'il conférait au dieu de Thèbes le titre de citoyen, chez Échille dans les 7 contre Thèbes, je vous ai rappelé le texte au début du cours de cette année, les dieux sont des citoyens, sont en tout cas invoqués et conçus comme tels. Aristote, quant à lui, exclut les dieux de la communauté de nature qu'est la cité. Pourquoi? Parce qu'en philosophe, il considère que les dieux n'ont pas besoin des hommes, contrairement à ce que les traditions narratives ne cessent d'affirmer. Et on l'a vu plus d'une fois, avec l'offrande sacrificielle, qui m'intéresse, au cœur du système. En revanche, selon lui, parce qu'évidemment, Aristote tient compte des relations aux dieux dans sa réflexion, donc la piété, parce qu'il met l'accent aussi sur la piété, requiert d'honorer les dieux selon les rituels appropriés, mais il ne le conçoit pas en termes de besoin que les dieux manifesteraient. Donc pour lui, la piété requiert d'honorer les dieux selon des rituels appropriés et de manifester ainsi une forme de réciprocité, mais qui est toujours inégale, parce que les biens que les hommes doivent aux dieux sont incommensurables. Et donc vous avez cette idée d'une réciprocité, mais inégale, mais qui impose néanmoins aux hommes cette relation aux dieux. Mais cela n'en fait pas pour autant des dieux des membres de la communauté comme tels, contrairement à ce que l'on perçoit des représentations partagées dont témoignent beaucoup de textes, et notamment des textes que nous avons déjà vus ensemble. Dès lors, quand il s'agit de définir ce que sont une cité et un citoyen, Aristote le fait en fonction des acteurs qui, selon lui, ont naturellement besoin de la communauté autosuffisante qu'est une cité. Ce n'est pas le cas des dieux. Mais il souligne par ailleurs que la vie en cité, la politeia, un terme que nous avons vu la semaine dernière, est plus large que la seule participation à ce que nous appelons ces institutions politiques. Et c'est dans cet élargissement de la perspective que nous, évidemment modernes, situons l'action des femmes citoyennes, une action qui relève surtout des hiéras, des affaires des dieux, mais pour les raisons que je viens de dire, on comprend pourquoi Aristote, dans sa réflexion qui est spécifique, n'intègre pas cette dimension-là. Donc voilà, pour mobiliser Aristote et la politique dans ce questionnement sur la citoyenneté des femmes, il faut évidemment remettre tout cela en contexte en fonction des ambitions qui sont les siennes. Alors, qu'en est-il, et j'en arrive maintenant à mon point central d'aujourd'hui, qu'en est-il du rapport des femmes au sacrifice, puisque nous avons vu que le sacrifice est une composante essentielle des hiéras. Et j'en arrive dès lors
au titre de ma leçon sur le sacrifice au féminin, dont j'ai entamé la semaine dernière la présentation historiographique, en partant donc de cette conception de l'exclusion radicale du sang, de l'autel et des viandes, telle que Marcel de Tienne l'avait argumenté dans son article de 1979, et ce qui avait été, souvenez-vous, fortement nuancé par Robin Osborne dans un article de 1993. Alors, je vais, dans un instant, entrer dans la lettre dans au cœur des dossiers qui sont en général invoqués par l'un et l'autre, et dont la compréhension nécessite une investigation de détail. Mais d'abord, je voudrais planter le décor de mon propos d'aujourd'hui, non plus en termes historiographiques, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, mais bien, je vous l'avais annoncé, en évoquant les questions d'inclusion et d'exclusion de telle ou telle catégorie de participants en contexte rituel. En effet, c'est finalement sur cet arrière-plan de l'inclusion et de l'exclusion que se situe la position des femmes dans le système. Étaient-elles incluses ou exclues du sacrifice? Et dans l'un et l'autre cas, dans l'un ou l'autre cas, jusqu'à quel point l'étaient-elles? À quel degré de généralité pouvons-nous prétendre, puisque vous avez vu, à la fois dans l'article de Tienne et dans celui de Osborne, l'idée c'était quand même de trouver une norme globale en ce qui concerne la participation ou non des femmes au sacrifice. Et donc, à quel degré de généralité pouvons-nous prétendre dans un système religieux dont je vous répète depuis des années qu'il est tout sauf unifié? Donc j'ai envie de dire que la précaution méthodologique initiale, c'est de se méfier des généralités. Alors, repartons donc de... donc je vous ai dit, j'aurais dû afficher la diapositive un peu plus vite. Donc ces deux questions que nous avons, ces deux publications que nous avons analysées la semaine dernière. Donc, je pose l'arrière-plan sur l'inclusion et l'exclusion. Je dois faire trois remarques à cet égard. La première, c'est qu'il faut bien reconnaître que dans notre documentation, l'exclusion absolue d'un sanctuaire est une mesure vraiment exceptionnelle en Grèce ancienne. Le statut d'abaton, c'est-à-dire là où on ne marche pas, là où on ne peut pas aller, est rarement appliqué à un hieron, un sanctuaire. Alors, il y a quelques cas, je n'entre pas dans le détail, mais la plupart des sanctuaires grecs étaient accessibles à toutes et tous, alors selon évidemment parfois des moments, des circonstances, mais je dirais que la règle par défaut n'est pas celle de l'interdit. L'exception la plus évidente est évidemment celle qui touche aux lieux de culte qui accueillent ce qu'on appelle des mystères, des cultes à mystère, des rituels mystériques. Toutefois, même dans ce cas, l'accès pouvait être conditionnel en fonction des célébrations et non en permanence. Donc, là encore, c'est extrêmement diversifié comme situation et évidemment, c'est précisément en raison de l'ouverture qui est la position par défaut que des normes rituelles étaient parfois émises et affichées pour énoncer les exceptions à une règle qui était celle de l'accès ouvert. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque doit néanmoins nuancer immédiatement la première. L'accessibilité d'un sanctuaire n'implique pas, ipso facto, que n'importe qui avait le droit de participer activement au rituel qui s'y déroulait. Il faut faire la distinction entre l'accès et puis la participation. Ce sont deux plans différents. Alors, le cas des étrangers, donc les xénoïdes dont je vous ai encore parlé la semaine dernière en montrant que c'était l'élément qui s'opposait à astos, asté, xénos, xéné.
Donc, le cas des étrangers est bien connu. Si les xénoïs peuvent généralement entrer dans un sanctuaire, ça ne pose pas vraiment de problème, ils doivent recourir à l'entremise d'un citoyen pour accomplir un sacrifice en l'honneur de la divinité du lieu. Et pour vous montrer un exemple, un contrat sacerdotal de Milet, daté du début du IIIe siècle avant notre ère, l'explicite clairement. Je lis cette clause du contrat avec vous. Si la cité sacrifie un animal dont la peau a été roussie, qu'il reçoive, qu'il, c'est le prêtre, la langue, le long sacrum, le jarret, ou la queue, c'est pas très clair. Si un étranger, voilà, c'est ça qui m'intéresse, si un étranger offre un sacrifice à Apollon, quel que soit le citoyen que l'étranger choisit pour remplir l'office, donc vous voyez, c'est clair, ça ne peut pas se faire autrement, qu'on donne au prêtre exactement les parts d'honneur que la cité donnerait, sauf la peau. Donc voilà, ici, on a clairement cet état de choses qui est bien attesté. Un étranger ne sacrifie pas de lui-même dans un sanctuaire d'une cité qui n'est pas la sienne. En fait, et c'est la troisième remarque préliminaire que je veux faire sur cette question de l'inclusion et de l'exclusion, parler de ces deux points, inclusion et exclusion, en contexte rituel, implique en fait des interdits de différents types, que l'on peut répartir en deux grands ensembles prescriptifs. Premièrement, des exclusions qui relèvent d'impératifs de pureté rituelle. Donc, dans certains cas, on ne peut pas accéder à un sanctuaire parce qu'on est en état d'impureté. Et deuxième point, et c'est évidemment surtout celui-là qui va m'intéresser, des exclusions qui permettent de définir un groupe spécifique de sacrifiants. Dans les deux cas, vous le remarquerez, il s'agit d'établir des limites, mais celles-ci sont régies par des impératifs d'ordre différent. La première série de règles concerne le respect de l'intégrité du sanctuaire. Nous sommes dans un espace qui est d'une qualité spécifique. Quand on est dans un hieron, le nom même le dit. C'est un espace de contact privilégié avec le divin, et donc, évidemment, tout ce qui a trait à la pureté de l'espace, à la pureté de ce qui y entre, et donc à la purification qui est nécessaire si quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas, n'entre pas dans cette rigueur par rapport à la pureté, il y a évidemment des mesures à prendre. Tandis que la deuxième, comment dirais-je, le deuxième type d'exclusion définit le statut des personnes qui peuvent être impliquées dans ce contact. Donc on est sur deux plans différents. Mais dans les deux cas, on peut parler d'inclusion ou d'exclusion. Donc dans le premier cas, l'exclusion temporaire des fidèles en état d'impureté est organisée par des interdits qui sont plus ou moins strictement définis. Et la chronologie est assez importante à cet égard. Je n'entre pas dans le détail puisque ce n'est pas mon sujet, mais il est clair que le degré de précision des prescriptions dans les normes rituelles s'est accru au fil du temps. On voit bien dans la documentation qui est disponible, il y a une sorte de degré de précision qui s'accroît au fur et à mesure que le temps passe. Dans le second cas, l'exclusion de certaines personnes définit par contraste le profil des acteurs du groupe rituel. Il s'agit dans ce cas donc d'une question de statut, je le disais, de statut au sens large, puisque deux types de restrictions de ce type sont principalement attestés dans nos témoignages. La restriction sur la base du genre, et c'est évidemment cela qui va surtout m'occuper, la restriction sur la base de l'origine, je le disais tout à l'heure, les xénoïs, les étrangers. Alors, il y a un troisième statut qui peut être évoqué, sur lequel je ne m'appesantirai pas, c'est celui des esclaves. On a quelques cas, mais très rares, où il y a une exclusion des esclaves, parce qu'habituellement, ils sont associés à l'accomplissement des rituels, ne fût-ce que pour des questions pratiques, de manipulation, de travail concret. Mais il y a quelques cas où ils sont exclus. Je m'en tiendrai donc aux femmes et aux étrangers. Et sur ce plan, il y a un document qui est absolument magnifique, que je vous ai déjà montré plusieurs fois sous différents angles. C'est le calendrier rituel que la cité de Mykonos, donc dans les Cyclades, a émis après son synécisme, c'est-à-dire la réunion des différentes communautés de l'île en une cité unifiée. Et on a la chance d'avoir conservé
le calendrier rituel, cultuel, que la nouvelle cité a émis à cette occasion. Et la lecture de certaines des prescriptions va me permettre de donner corps aux éléments un peu généraux, aux indications un peu générales que je viens de vous donner. Donc, je vous propose de lire ensemble certaines des prescriptions de ce calendrier. Donc, première prescription, bon, je vous l'ai souvent dit, hein, ce n'est pas de la poésie, mais c'est extrêmement intéressant et plein d'enseignements. Donc, le 12 Posidéon, donc c'est un calendrier, donc nous avons une date. Hein, souvenez-vous du calendrier d'Herkia, dont je vous parle aussi régulièrement, c'est le même principe. Le 12 Posidéon, donc on est en hiver, vraiment décembre-janvier, à Poséidon Téménites, un bélier qui l'emporte par sa beauté, de couleur blanche, non castré. Je reviendrai sur ce point. Le bélier n'est pas amené dans la cité. Le dos et l'omoplate sont entaillés. On verse une libation sur l'omoplate. Au prêtre, hein, vous vous souvenez, on l'a encore vu pour Millet, la dévolution des parts d'honneur au prêtre est quelque chose qui est extrêmement important dans ce type d'inscription. Au prêtre, la langue et l'épaule. Alors, le même jour, donc on est toujours le 12 Posidéon, à Poséidon Phykios, cette fois, un agneau blanc non castré, ce n'est pas religieusement permis à une femme. Et j'ai mis l'expression en grâce, gunaiki hutémis. Et lorsque le conseil achète les animaux sacrificiels pour une valeur de 20 drachmes, qu'il donne la somme des revenus sur la taxe des poissons. Vous voyez, c'est très concret. Hein. Le même jour, donc on est toujours le 12 Posidéon, pour Déméter, Chloé, 2 truies qui l'emportent par leur beauté. L'une des deux est pleine, le dos de la bête pleine est entaillé, que le conseil examine les truies. À la prêtresse, que les archontes donnent le sacrum et une patte de l'autre truie, 2 chénisses d'orge, 3 cotyles de vin. Voilà un type de prescription. Alors, essayons de clarifier un peu les données pour faire écho à notre problématique. Donc, concernant les sacrifices à Poséidon, vous voyez qu'il y en a 2 ce jour-là. L'interdiction faite aux femmes de participer, hein, le gunaiki ou thémis, arrive en position conclusive des 2 sacrifices avec la mention de la source de revenus pour l'achat des animaux. Cela laisse entendre que l'exclusion des femmes concerne elle aussi les 2 occasions, de la même manière que la taxe va servir à acheter les animaux. Alors, ces 2 occasions autour de Poséidon, vous aurez remarqué qu'ils sont triplement inscrits, enfin elles sont ces occasions triplement inscrites dans la sphère masculine. Poséidon reçoit des animaux non castrés, ce qui le consacre, comme souvent dans son cas, en tant que divinité surmâle, et j'ai envie de dire. Hein, vous avez une sorte de jeu de miroir là, qui se fait entre l'offrande et son destinataire. Deuxième élément de cette masculinisation des circonstances, la pêche qui se trouve en filigrane de ces manifestations, de ces rituels, est une activité essentiellement masculine et l'épiclèse phykios renvoie en fait à l'algue. Donc on est vraiment aux algues, on est vraiment dans cette configuration-là et vous remarquerez aussi que les fonds à mobiliser proviennent de la taxe sur les poissons. Donc tout ça est extrêmement cohérent. L'interdit fait aux femmes, qui est explicite dans ce cas, vous le voyez, l'interdit fait aux femmes limite de façon absolue le cercle des sacrifiants au mâle et le desservant est un prêtre, c'est clair. Et donc vous voyez que le symbolisme des animaux sacrificiels est particulièrement saillant en ce 12e jour du mois de l'Énaïon, avec des animaux mâles non castrés pour Poséidon et 2 truies pleines pour Déméter. Donc là, vous avez un jeu de miroir qui n'est pas fortuit. Mais, contrairement au sacrifice pour Poséidon, il n'y a pas de, allez, je vais utiliser un mot, une composition un peu hardie, une surféminisation du rituel pour Déméter, comme on trouve une surmasculinisation pour Poséidon. En fait, les Chloïas, donc vous voyez l'épiclèse de la déesse Chloé, donc c'est
la déesse des pousses vertes. Je vous en avais parlé l'année où j'ai décortiqué les rituels agraires pour Déméter, et notamment Déméter Thesmophoros. C'est donc la Déméter de la première verdure, si vous voulez, et les Chloia, qui sont la fête célébrée pour elle, et qui est la fête qui est derrière cette prescription. Donc, c'est une fête agraire qui ne va pas, évidemment, limiter l'assistance aux femmes, comme c'est le cas pour les thesmophories. Ici, l'option par défaut, c'est l'ouverture aux hommes et aux femmes. Ainsi, par exemple, on le voit parce que l'attribution des parts à la prêtresse est faite par les archontes. La dokimasie, donc l'examen, si vous voulez, des animaux est fait par le conseil. Donc voilà, là on a l'option par défaut d'une ouverture, contrairement au sacrifice pour Poséidon. Et en termes rituels, et j'arrive vraiment maintenant aussi au cœur de mon propos, en termes rituels, il n'y a aucune raison de considérer que la prêtresse, parce que c'est sans doute une prêtresse, c'est même assurément une prêtresse, il n'y a aucune raison de considérer que cette prêtresse n'a pas déposé la part d'honneur sur l'autel. Ici, il n'y a rien qui permette de considérer cela. Donc vous voyez, l'exclusion de l'autel, c'est quelque chose d'assez problématique. Donc ce geste hautement symbolique de la déposition est l'apanage du hiéreus et de la hiéréia, donc du prêtre et de la prêtresse. Et c'est en cela que l'on peut dire que le prêtre et la prêtresse sacrifient. L'égorgement, finalement, il est secondaire de ce point de vue dans la tradition grecque. L'important, je vous l'ai déjà dit souvent, on l'a encore vu il y a 2 semaines avec le sacrifice à Zeus Ctésios par le père de famille, qui déposait, puisque c'est lui l'officiant principal, mais qui associait les membres masculins de son lignage, qui déposait la part d'honneur sur l'autel. Donc c'est ça, vraiment, le geste du sacrifice, il est là. Et donc, il n'y a aucune raison de considérer que les prêtresses ne l'effectueraient pas. Et donc, on voit bien dans cette inscription, les archontes font la répartition, et il y a probablement derrière la manipulation des carcasses animales, l'action d'un boucher, effectivement, qui va faire le travail. Et comme c'est assez banal dans tout sacrifice public, ce qui est le cas ici, et dans le cas, en tout cas, des Chloia, les viandes sont probablement emmenées et consommées ailleurs. En revanche, pour Poséidon, c'est plus difficile de le savoir. C'est plus difficile, c'est moins clair, car l'interdiction qui pèse explicitement sur la participation des femmes pourrait impliquer une consommation sur place. On voit, c'est une alternative que l'on a déjà vu passer dans notre documentation. Alors, je reste à Mykonos. Donc ça, c'était un premier exemple d'exclusion. Et dans le même document, au mois de l'Énaïon, donc c'est le mois suivant, après Posidéon, on a une autre prescription que je lis avec vous. Le 10 l'Énaïon, on l'a déjà vu lors du cours sur la thesmophore, au champ pour la récolte. Donc là, on avance un petit peu, on avait la divinité de la première verdure, là c'est la perspective de la récolte qui est en ligne de mire. À Déméter, une truie pleine primipare, à Corée, un verra adulte, à Zeus bouleuse, un porcelet, que les hiéropes les fournissent sur l'argent sacré et fournissent du bois, ainsi que des grains d'or sacrificiels, que les archontes et les prêtres veillent aux cérémonies afin qu'elles soient aussi belles que possible. Donc, vous voyez cette espèce de récurrence de la beauté des cérémonies qui nous renvoie en fait aux prescriptions et aux arguments que développait l'apprenti orateur dans la rhétorique d'Alexandre lors du premier cours. On voit bien ici la trace concrète dans les règlements sacrificiels de cette injonction. Alors, si quelque chose vient à manquer pour l'accomplissement de beaux sacrifices, que les hiéropes y pourvoient, et alors ici, ça m'intéresse, que se rendent à la fête celles qui le souhaitent parmi, alors, j'ai traduit ici les citoyennes de Mykonos, ce sont les myconiennes, si vous voulez.
comme on a Athénaïa, Athénaïaï, comme on a vu la semaine dernière. Ici, ce sont les citoyennes de l'île. Et parmi les habitantes de Mykonos, donc c'est un féminin aussi, qui sont initiées à Déméter. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cela? En fait, Déméter, Corée et Zeus Bouleuse, dont vous voyez qu'ils sont les destinataires de toute l'opération du 10 Lénaïon, sont donc les agents divins d'une fête liée à la production agraire de l'île, et l'occasion donc doit être particulièrement réussie. On le voit bien comme les fêtes dont on a parlé tout à l'heure. L'évocation de deux groupes de femmes, mentionnées à la fin de cette prescription, est intéressante parce qu'on voit une distinction qui avalise en quelque sorte, qui confirme ailleurs qu'à Athènes ce que je vous ai dit la semaine dernière pour Athènes. En effet, on a d'une part les myconiennes, à savoir les citoyennes, c'est difficile de comprendre autrement, et les autres femmes qui vivent sur l'île, mais ont un autre statut. Et donc, à Athènes, le premier groupe aurait été qualifié d'athénienne ou d'astai, comme on l'a vu la semaine dernière. Alors, pourquoi y a-t-il cette prescription ici? En fait, les habitantes non citoyennes devaient être explicitement liées au rituel de Déméter. Alors, le contexte nous échappe en grande partie. Bon, on ne dispose guère d'informations parallèles à cette inscription. En revanche, ce qui m'intéresse ici de souligner, c'est que cette distinction signifie que les citoyennes étaient ipso facto initiées à Déméter, puisque c'est manifestement une exigence. Probablement à travers la fête des thesmophories, dont vous vous souviendrez, et je vais y revenir tout à l'heure, donc vous vous souviendrez qu'elles étaient un marqueur de statut pour les femmes d'une cité. Donc, et malheureusement, la partie inférieure de la stèle de Mykonos est brisée, et donc, s'il y avait une mention de la fête des thesmophories, elle a disparu dans la lacune. Toujours très frustrant face à notre documentation. Donc, dans la fête organisée en Lénaïon, toutes les catégories de personnes sont implicitement invitées à célébrer Déméter en compagnie du couple formé par sa fille, Corée, et le Zeus de l'au-delà, le Zeus Bouleuse. En fait, c'est un groupe de divinités dont j'ai déjà eu l'occasion de parler en 2023. Je vous remets juste sous les yeux les attestations de ce groupe dans les îles de l'Égée. On a Naxos, on a Amorgos, on a Paros, on a Délos, et vous avez donc Bouleuse ou Bouleuse, mais c'est évidemment la même figure divine. Et donc vous avez ces groupes que j'avais appelés thesmophoriques, même si Déméter ne reçoit pas systématiquement l'épiclèse, bon, c'est le cas à Paros, mais je dirais, c'est pour ça que je parle de groupe thesmophorique. En tout cas, c'est un type de rituel qui est bien ancré. Et on voit qu'à Mykonos, il y avait sans doute, dans le cadre proprement thesmophorique, un interdit aux hommes, mais dans le cadre de la fête de Lénaïon, c'est une fête ouverte. C'est une fête ouverte, mais avec un accent spécifique qui est mis sur les femmes. Mais vous remarquerez que dans ce cas, elles sont participantes. C'est leur participation qui est sollicitée sur une base volontaire. Sur une base volontaire, et on voit que ce sont des préposés officiels masculins qui fournissent le nécessaire, avec les archontes, les prêtres. Alors, évidemment, pas un mot n'est soufflé dans cette prescription d'une prêtresse, comme on l'a pour la Déméter Chloé. J'ai quand même envie de penser qu'il y avait une prêtresse dans le cadre du culte de Déméter et Corée. L'hypothèse, ce serait, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation ici, dans le petit schéma récapitulatif. L'hypothèse, c'est que voilà, le masculin étant, comme dans notre langue, le générique qui vaut pour les deux, on a peut-être les deux derrière cette information. Enfin, dernier point que je veux mettre en évidence dans cette inscription, le même mois, toujours en relation avec l'agriculture, puisqu'on était, si je ne m'abuse, le 10, là on est le 12 Lénaïon.
toujours en relation avec l'agriculture, on a donc l'offrande à Zeus Chtonios et Ge Chtoniae, des petits de l'année au pelage noir, écorchés, et cette fois, ce sont les étrangers qui sont exclus de l'opération. Vous voyez, pour le sujet qui m'occupe, cette inscription de Mykonos, elle est fantastique. On y trouve tous les éléments qui sont intéressants. Donc la présence des xénoïs dans le cadre de ce rituel du 12 Lénaïon est religieusement proscrite. Alors si on essaye de, comme je l'ai fait pour les deux prescriptions précédentes, si on essaye de débroussailler un petit peu le terrain, donc on a la couleur noire des animaux sacrifiés fait référence au titre cultuel de Zeus et de Ge. Chtonios, ça veut dire ce rapport à la chtone, cet humus noir, gras, fertile, d'où poussent les plantes et où retournent les morts. Donc on a ce cadre-là, dans une célébration qui est destinée à promouvoir le succès des productions céréalières de l'année. Les deux autres prescriptions sont quant à elles, les deux prescriptions donc, cela n'est pas religieusement permis à un étranger, vous retrouvez le houtémis qu'on avait pour les femmes tout à l'heure, et cette injonction à consommer sur place. Cette injonction à consommer sur place, donc vous avez ici deux prescriptions qui définissent strictement la communauté sacrifiante. Je vous ai dit que c'était un des objectifs du sacrifice, c'était aussi de définir ce groupe. Donc vous avez la communauté locale, aussi bien masculine que féminine, il n'y a pas d'interdit sur les femmes. Communauté locale est donc associée à ces rituels, et le fait qu'on demande à consommer sur place est une manière encore de renforcer cette communauté et sa définition. Mais si les femmes sont associées, ce que je pense ici, il n'y a pas d'interdit spécifique, quel est leur degré d'implication? Parce qu'évidemment, c'est cela aussi qu'il y a derrière le point de vue de De Tienne qui les excluait du sang, de l'autel, de la viande. Et pour affronter cette question, j'en viens au cas d'étude plus spécifique que je souhaite aborder avec vous. Enfin, Mykonos était déjà assez spécifique, mais là maintenant on va vraiment entrer dans cette question de l'implication des femmes avec un document qui est essentiel pour l'argumentation de De Tienne et de Osborne. Je vous emmène pour ce faire de Mykonos à Tassos. On remonte au nord de la mer Égée, et comme je l'avais exposé en 2023 en vous parlant de la Déméter Thesmophoros, le Thesmophorion de la cité de Tassos a été identifié dans les années 60 du siècle dernier sur la pointe de l'île à Evraiokastro. Et au cœur du matériel mis au jour, à cet endroit par l'École française d'Athènes, on trouve une petite dizaine de pierres de marbre blanc qui sont inscrites au nom d'un groupement familial associé au nom d'une divinité au génitif. Donc voilà le type, je vais rentrer dans le détail, mais voilà le type de pierre avec donc une inscription. Vous voyez, stèle du, c'est un génitif, du Zeus Alastor Patros des Fastadae, stèle du Zeus Ctesios Patros des Anchialides. Et vous reconnaissez ici le Ctesios qu'on a vu il y a 15 jours à Athènes avec le sacrifice que j'évoquais tout à l'heure, le grand-père qui dépose. Voilà un troisième exemple, stèle des nymphes, Coradae, Patroae, des Omphotérides. Donc chaque fois, vous avez le génitif de propriété, quelque part, ça définit un espace qui est marqué par cette stèle, avec le nom du dieu au génitif, et puis ce nom d'un groupe familial qui est associé à ce groupe. Alors, voilà la liste des inscriptions
faites pas attention aux détails, c'est juste pour vous montrer le nombre de documents qu'on a mis au jour. Donc Claude Rollet a mis au jour toute une série de documents de ce type, comme ceux que je viens de vous montrer. Ceux que je viens de vous montrer sont en rouge. Et puis, après les fouilles de 1960, enfin des années 60, on a mis au jour d'autres inscriptions du même type ailleurs dans la cité, et ce sont sans doute ce qu'on appelle des pierres errantes, qui viennent en fait là aussi probablement du Thesmophorion hors les murs. Alors l'édition de Claude Rollet fait toujours référence aujourd'hui, c'est pour ça que c'est elle que je mentionne, en attendant le volume des inscriptions de Tassos qui rassemblera les documents. On a déjà un volume qui est sorti sur les inscriptions de Tassos, et dans un volume suivant, on aura une édition remise à jour de ces documents. En attendant, il faut se fonder sur l'article de Rollet qui est par ailleurs excellent. Et Rollet, ce savant donc, avait identifié dans ses noms familiaux, que vous voyez, attendez, je vais trop vite, voilà, par exemple les amphotérides ou les anchialidés, les fastadae. Il avait identifié dans ses noms familiaux les patrailles de la cité. Les patrailles de la cité, à savoir des subdivisions du type des fratries que l'on a à Athènes et dont je vous ai beaucoup parlé les semaines antérieures. Et donc ce sont des groupes qui rassemblent des citoyens, et donc c'est un merveilleux exemple de ce que l'on trouve ailleurs par rapport aux fratries athéniennes. Alors, comme vous le voyez ici en bleu, certains des dieux concernés portent l'épiclès Patroos, seul ou en association avec une autre. Alors la variété est de mise, vous voyez, tous n'ont pas nécessairement Patroos, même si c'est assez massif. Et puis, bon, vous avez des variations dans l'identité des dieux, dans le type d'épiclèse qui leur est associé. Et en tout cas, le fait qu'il s'agisse de patrooi signifie qu'on a affaire aux dieux ancestraux, c'est ça que ça signifie, les dieux des pères, honorés par des groupes familiaux ou fictivement familiaux. Je vous ai dit à propos des fratries que bon, ce sont aussi des reconstitutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pierres, et on n'a pas de raison de douter qu'elles aient bougé, hormis les trois que j'ai mentionnés par après, on les a retrouvées dans le Thesmophorion de Tassos. Donc ça, voilà, c'est quelque chose dont il faut prendre acte. Alors, un bon parallèle de cette situation d'inclusion de ce type de document dans le sanctuaire d'une autre divinité, et donc, le détail n'a pas beaucoup d'importance. Si vous voulez regarder le détail, vous pourrez regarder le PDF que je dépose sur le site. Mais on a trouvé à l'Asclépieion de Kos, donc dans le sanctuaire d'Asclépios à Kos, des inscriptions du même type. Des inscriptions du même type avec donc, le nom d'un dieu. Ici, vous avez Zeus Ikesios, voilà, des Simondae. Et vous avez, si vous regardez toutes ces inscriptions, vous voyez qu'elles sont nombreuses, c'est le même principe. Et si la chose vous intéresse, Robert Parker a écrit un très bon article là-dessus qui s'appelle Patrooi Theoi, qui a été repris dans un volume de ces articles que j'ai édités en 2024. Donc, on a une récurrence des groupes familiaux qui honorent des divinités ancestrales dans un sanctuaire d'une divinité importante de la communauté elle-même. Dans la liste tirée de Rollet, vous aurez peut-être remarqué que je suis passé du numéro 5 au numéro 8. Il en manque 2, donc 6 et 7, et les voici. Je les ai réservés parce que c'est le cœur c'est un enjeu documentaire de la problématique du sacrifice au féminin. Le numéro 6 c'est un petit bloc, donc vous voyez, j'ai mis les mesures ici, un petit bloc de marbre qui porte une inscription datée du deuxième quart du 5e siècle avant notre ère. Donc toutes ces inscriptions sont plus ou moins de la même période. On est dans la période classique, souvent première moitié du 5e siècle avant. Et donc, que nous dit ce document? Je traduis et je lis la traduction avec vous. Athéna Patroa,
un sacrifice de bête adulte est accompli tous les 2 ans. Les femmes aussi y prennent part. Y prennent part au sens strict de reçoivent une part. Donc il faut vraiment prendre l'expression prendre part au sens littéral. Et derrière le verbe que vous avez ici, l'ankano, vous avez même la notion de tirage au sort. Or, on sait que les parts sacrificielles dans les célébrations civiques étaient tirées au sort. Voilà pour le numéro 6. Le numéro 7 est le sommet, en fait, d'un autel de marbre blanc daté du 3e quart du même siècle, inscrit au génitif du nom d'Athéna Patroa, donc la même qui est destinataire ici du sacrifice qui a lieu tous les 2 ans. Alors, au-dessus, et je suis la description de Rollet, je n'ai malheureusement pas vu la pierre, au-dessus de la surface inscrite, donc vous avez ici le génitif, ce qui est assez banal pour un autel. On a souvent, quand on met au jour des autels, le nom de la divinité destinataire des cérémonies au génitif. On a donc une surface donc les 2 acrotères d'angle ici ont été arrachés, malheureusement on ne les a plus. La surface est grossièrement piquée entre les deux. Et derrière, un rectangle creusé marque l'emplacement du foyer qui présentait des signes évidents de combustion lors de sa découverte. Donc il s'agit d'un autel qui était activé, qui était effectivement utilisé. Alors, les 2 pièces que vous avez sous les yeux, 6 et 7 de la liste de Claude Rollet, sont évidemment à analyser ensemble. Le bloc contient un petit texte réglementaire qui régule les sacrifices à faire sur l'autel, qui porte le nom de la déesse au génitif. Donc, c'est un ensemble qu'on ne peut pas dissocier. Et vous remarquerez qu'à la différence des autres inscriptions trouvées sur place et dont je vous ai montré la liste, Athéna Patroa n'est accompagnée d'aucun nom familial au génitif qui l'associerait à un groupe spécifique. Quand on reprend la description, la liste ici, on a chaque fois le nom de la divinité avec une famille. Même, vous voyez ici, on a une Athéna qui est Mukessia, et elle est associée aux Priamides. Donc, dans le cas qui nous occupe, on a affaire à autre chose. On a affaire à autre chose, mais pas totalement autre chose, puisque c'est quand même la même épiclèse. Compte tenu de son titre et de l'absence de toute autre mention, je fais en fait l'hypothèse que le culte de cette Athéna Patroa dans le Thesmophorion avait en fait pour objectif d'englober toutes les patrailles, une année sur 2. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de nom de famille. Par conséquent, évidemment, la norme rituelle que vous avez ici et l'autel ne sont pas à placer totalement sur le même plan que les autres inscriptions. Elles sont dans la même zone, elles mettent en activité, je dirais, voilà, des groupes comparables, mais il y a une distinction et il faut essayer de la comprendre. Il y a donc d'un côté des patrailles spécifiques, avec chacune leur lieu de culte, et puis vous avez ceci, avec une Athéna qui semble englober beaucoup plus largement la communauté. Or, et c'est évidemment ça qui m'intéresse, vous l'aurez compris, ici, les femmes aussi y prennent part. Ce document, très modeste, a été largement mobilisé, largement utilisé dans les recherches concernant l'inclusion ou l'exclusion des femmes au moment des sacrifices. Avec une poignée d'autres inscriptions qui interdisent aux femmes d'entrer dans un sanctuaire ou de participer à un rituel, le règlement tasien a été utilisé pour débattre de la question de savoir si la participation des femmes au sacrifice relevait ou non d'une norme générale, puisqu'ici, manifestement, elles y prennent part. Donc l'argument, c'est, si on doit le dire, c'est que d'habitude, elles n'y prennent pas part. Vous voyez le raisonnement. Or, toutes les inscriptions qui nous sont parvenues sur ce point, enfin les quelques inscriptions, parce qu'il n'y en a quand même pas énormément, à l'exception de celle-ci, utilisent une formule négative,
comme dans le cas de Mykonos que nous avons vu précédemment, hein, Gunaiki ou Thémis. C'est interdit, ce n'est pas religieusement permis pour les femmes. Il y a d'autres cas, Atassos, toujours. Un autre cas, dans le cas donc dans le contexte d'un sacrifice à Héraclès Stasios, il n'est pas religieusement permis à une femme de participer. Et vous avez Oudé, Gunaiki, Thémis. Ici, à Lindos, à Athéna Apotropaïa, un mouton, les parts sacrificielles sont consommées sur place, non rituellement permis pour les femmes. Vous avez Gunaiki ou Hosia cette fois. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est le champ sémantique de l'Océan dont j'ai déjà beaucoup parlé. Autre ici règlement sacrificiel dans le sanctuaire des Anakès, donc probablement des grands dieux type Dioscure. Celui qui sacrifie doit dresser une tente, une femme n'assiste pas, Gunaika, mais parimène. Donc aussi une formule négative. On comprend dès lors pourquoi l'inscription thasienne est une pièce à conviction importante du débat dont j'ai rappelé certains termes en commençant. Selon De Tienne, que je cite à nouveau, quand les femmes ont accès à la viande, les règlements cultuels prennent soin de le préciser en indiquant modalités et conditions. Car cela ne va pas de soi. Ainsi, à Tassos, dans les cérémonies célébrées tous les 2 ans en l'honneur de l'Athéna dite Patroa, liée aux familles des fondateurs venus de Paros, les femmes mariées participent aussi à la distribution des parts, et c'est ainsi, en fait, que De Tienne traduit l'inscription que nous avons vue ensemble. Alors, le raisonnement qui sous-tend l'affirmation de Tienne est clair. L'inclusion explicite des femmes dans ce règlement qui leur permet de recevoir de la viande implique, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles étaient habituellement exclues de la distribution. Mais qu'en est-il alors, si c'est aussi général? Qu'en est-il des autres inscriptions auxquelles je fais référence, celles qui excluent les femmes? Je reprends le règlement de Lindos. À Athéna Protopaïa, donc non rituellement permis pour les femmes. Si nous appliquons un raisonnement similaire, nous arrivons à la conclusion exactement inverse. En d'autres termes, dans tout ce dossier des sacrifices au féminin, une même logique a été utilisée pour argumenter dans les 2 sens. Ces 2 normes rituelles, l'une à Lindos, l'autre à Tassos, aboutissent à une compréhension contradictoire, en fait, de la norme non écrite, supposait-elle, qui d'un côté interdirait la viande aux femmes et de l'autre leur y donnerait accès. Donc comment s'en sortir? Il est clair que De Tienne est sans doute allé trop loin dans ses conclusions sur le rapport négatif des femmes au sang, à l'autel, à la viande. Je l'ai montré pour l'autel tout à l'heure. En effet, concernant la viande, on a quelques exemples, notamment à Athènes, je n'entre pas dans le détail, mais on a notamment une inscription où la distribution de viande pour les femmes est effectivement organisée. Concernant l'autel, je l'ai dit, on ne voit pas pourquoi les prêtresses n'agiraient pas comme leurs homologues masculins en déposant la part des dieux à la flamme qui y brûlait. Il n'y a aucune raison de l'exclure. Quant à l'égorgement des animaux, il ne fait pas partie de la liste des tâches qui leur sont spontanément associées, mais rien ne l'interdit non plus. Et je réserve pour la fin une figuration qui peut nous aider à penser ce point. Les critiques de Osborne sont donc à suivre. Effectivement, De Tienne est allé trop loin. La norme non écrite est la possibilité pour les femmes de partager la viande sacrificielle, directement dans les cultes dont elles font partie du personnel du culte, ainsi que dans la première ligne des sacrifiants, dans certains cadres, ou indirectement par l'intermédiaire de leur mari ou de parents masculins dans d'autres cultes. Toutefois, dans l'argumentation d'Osborne, évidemment, ceci reste irrésolu. Pourquoi, si une norme habituelle est la participation des femmes, pourquoi a-t-on ici cette spécification positive, alors que toutes les autres sont négatives, qu'elles peuvent y accéder? Donc en fait, fondamentalement, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça qu'il faut expliquer, ce que Osborne ne fait pas et que, bon, De Tienne ne faisait pas, enfin si, lui, il s'en servait dans son argumentation. Et donc,
Pour y voir clair, il est indispensable d'examiner de plus près le contexte local. Je vous ai dit tout à l'heure, dans un système qui n'est pas régi par des principes, des dogmes et des explications globales, c'est évidemment chaque fois la contextualisation locale qui donne la clé de ce type d'injonction. Je reviens à l'article de Rollet et donc au Thesmophorion de Tassos. Pour lui, donc, il considérait qu'il y avait des petits sanctuaires des théoi patroi dans le Thesmophorion, et il expliquait cette situation, et je vous ai déjà parlé de ça en 2023, donc j'y passe relativement vite sur ce point, dans la mesure où il y avait une tradition qui nous a été conservée par Pausanias, disant qu'effectivement, les fondateurs de Tassos venant de Paros avaient associé à leur voyage des objets, des orgias, ici, des orgias de Déméter, qui avaient été amenés à Tassos au moment de la fondation. Donc, selon Claude Rollet, et je le suis tout à fait, cette déesse était la Thesmophoros, étroitement associée à la fondation de la ville, donc à travers l'image de cette femme qui transportait ces objets. Au moins pendant la période classique, donc, Déméter Thesmophoros, dans le Thesmophorion, accueillait dans son sanctuaire thasien des lieux de culte des patrailles, les divisions civiques de la cité, dont le nom souligne, patrailles, le lignage masculin. C'est les lignées par les pères, de la même manière que derrière fratrie, vous avez la notion de frère. Premier constat. Deuxième constat, à l'époque dont on parle, à la période donc, classique du début du Ve siècle, où remontent ces inscriptions que j'analyse avec vous, la déesse Athéna était vénérée sur l'acropole de la ville sous le titre de Polioukos, donc un peu l'équivalent de la Polias, si vous voulez, comme à Athènes, celle qui garde la cité, avec un temple construit dans le deuxième quart du VIe siècle et qui avait été détruit en 500. 2 décennies plus tard, donc vraiment à la période qui nous concerne, les Thasiens décidaient de construire un nouveau temple à Athéna. Donc on voit bien qu'elle était vraiment une divinité importante de l'île à ce moment-là, et ce temple aurait été le plus grand de l'île si le projet avait été mené à bien, mais bon, le projet a avorté. Donc vraiment, à la période des inscriptions dont je vous parle, Athéna était un peu l'équivalent, si vous voulez, de la Polias à Athènes. Et sur l'histoire du sanctuaire d'Athéna lui-même, et notamment l'inachèvement, je vous renvoie à cet article de Jacques Descourtils dans le bulletin de correspondance hellénique. Alors, en rassemblant tous ces éléments, on voit clairement que les normes rituelles ne transmettent décidément aucun dogme, aucune règle absolue concernant la participation rituelle. Au contraire, elles émanent de situations très concrètes, très locales. La brève prescription concernant Athéna Patroa, donc celle-ci, ne fournit aucun indice permettant de tirer des considérations générales sur l'inclusion ou l'exclusion des femmes du sacrifice, comme le voulait De Tienne et, dans une certaine mesure aussi, Osborne. Si elle énonce une exception, cette exception n'est valable que dans le contexte thasien, et plus précisément encore dans le contexte du sanctuaire de Déméter, où des rituels étaient manifestement accomplis au sein de groupes familiaux qui mettaient en évidence leur descendance par les pères. Il est donc probable que la participation au culte des dieux patrooi était un privilège masculin, comme on l'a vu pour les fratries. C'est des hommes qui participent au culte de Zeus Fratrios. En revanche, lorsque tous les 2 ans, il s'agissait d'honorer la déesse gardienne de toute la communauté, la protectrice de tous les groupes familiaux, cette exclusivité n'allait manifestement plus de soi. D'où la nécessité d'indiquer que, dans ce contexte précis, les femmes avaient part à la viande. Comme si on leur reconnaissait alors le titre de citoyenne. Et donc le culte de cette Athéna Patroa, dont vous avez les pièces sous les yeux, avec la Polioukos en arrière-plan, un peu comme c'est l'Athéna Polias à Athènes qui est aussi l'Athéna Fratria, on est dans un même registre de relations. Donc le culte de cette déesse semble avoir inclus toutes les composantes de la cité et de ses familles, hommes et femmes.
De plus, le culte se déroulait, et c'est ça qui est merveilleux, dans un sanctuaire où les femmes avaient l'habitude de célébrer des fêtes entre elles. Et donc, vous voyez, il y a une espèce de jeu de miroir là qui est absolument saisissant dans ce dossier. Donc, à Thasos, le thesmophorion était un lieu important pour la protection divine de la reproduction et masculine et féminine. Les deux éléments, selon les fêtes, étaient mis en exergue, dont les questions de légitimité citoyenne n'étaient probablement pas exclues. Mais les occasions rituelles circonscrivaient les limites des groupes concernés, selon les occasions. Aux thesmophories, ce n'était que les femmes. Aux fêtes des Patrailles, ce n'était que les hommes. Et aux fêtes d'Athéna Patroa, c'était les hommes et les femmes. Donc, c'est ce que nous apprend finalement cette inscription, cette brève norme rituelle, qui a fait couler beaucoup d'encre sur les femmes au sacrifice. On ne peut pas poser le problème comme ça. C'est en contexte qu'il faut le remettre, le replacer. Alors, pour refermer ce parcours, puisque j'arrive au bout, pour refermer ce parcours sur les sacrifices au féminin, je voudrais revenir un instant à Athènes et partager avec vous ce qui m'apparaît comme un merveilleux clin d'œil documentaire au sein de notre tradition naufragée. Alors, je vous remets sous les yeux la liste des mois athéniens, je vous ai mis sous les yeux il y a 15 jours, et pour vous rappeler qu'en Pianepsion, on a à la fois les thesmophories et les apatouries. Apatouries, donc la fête des fratries dont j'ai parlé précédemment. Donc, on ne sait pas exactement quand tombaient les apatouries dans le mois. En revanche, les thesmophories couraient du 11 au 13. Et là, je change complètement de registre par rapport à la documentation que je vous ai montrée aujourd'hui. On est quand même parti d'Aristote, on a terminé sur des inscriptions. Là, on va chez Aristophane. C'est beaucoup plus rigolo. Dans sa pièce Les Thesmophories, enfin les Thesmophoria Zousai, c'est-à-dire plus précisément les femmes aux thesmophories, je vous ai déjà évidemment beaucoup parlé de cette pièce en 2023, mais on y trouve une allusion vraiment intéressante. Je vous la remets en contexte. Donc, vous vous souviendrez que dans cette pièce, un parent d'Euripide se déguise en femme, poussé par Euripide pour aller les espionner, parce que Euripide sait qu'on va le juger lors de cette fête et de l'assemblée des femmes qui a lieu pendant cette fête. Et donc, le parent arrive déguisé et il essaye de défendre Euripide devant les femmes. Bon, elle s'étonne un peu que cette drôle de femme se mette à défendre Euripide qui les maltraite d'habitude. Et le parent tente de convaincre les femmes qu'en fait, Euripide n'a encore rien dit de toutes les horreurs qu'elles peuvent faire. Et donc, il met en évidence tous les comportements féminins problématiques. Et une partie de cet échange m'intéresse tout particulièrement. Bon, alors, le parent, par Zeus, ce n'est même pas le millième de ce que nous faisons, donc toutes les horreurs qu'il vient d'évoquer. Car ceci, je ne l'ai pas dit, tu vois qu'avec les étris, nous siphonnons le grain. Donc ici, c'est l'avidité alimentaire et sexuelle. Hein, c'est un stéréotype qui revient beaucoup chez Aristophane, l'avidité alimentaire et sexuelle des femmes. Donc avec les étris, nous siphonnons le grain. Et aussi, c'est ici que ça m'intéresse, qu'après avoir donné aux entremetteuses, donc les entremetteuses qui permettent les relations extra-conjugales, la viande des fêtes des apatouries, les voilà, nous disons que c'est la faute du chat. Le chat a mangé la viande. Pauvre de moi, tu débites des sornettes, et je n'ai pas dit qu'une femme a tué son mari à coups de hache, et ça continue. Bon, au-delà de la plaisanterie, ce qui se profile derrière cette allusion, c'est évidemment la viande que les maris rapportent à la maison après la fête des apatouries. À l'instar de ce que nous avons vu de Macartatos il y a 15 jours, 3 semaines. Hein, vous vous souvenez, il prenait sa part de viande et il rentrait chez lui. Donc, dans le discours accusateur du parent, les femmes payent des entremetteuses en part de viande et puis accusent le chat de les avoir mangées. Or, dans sa diatribe contre les femmes, le parent avait en fait été menacé, alors là c'est un peu cru, mais bon, vous me pardonnerez, c'est Aristophane, le parent avait été menacé d'une épilation à l'entrejambe, ce qui était un peu ennuyeux pour lui.
Et donc, il dit non, 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 pas la chatte, c'est-à-dire le terme grec qui est très intéressant, mais bon, ça m'amènerait ailleurs. En fait, chaque culture a ses métaphores sexuelles. Là où nous voyons des félins, ils voyaient des porcelets. Et donc, le terme ici, c'est koiros, en fait. Donc, il aurait fallu traduire, non, 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 pas le porcelet, mais en fait c'est le sexe féminin. Et donc la traductrice qui est géniale dans ces traductions des Thesmophoria Zousai a traduit très justement ainsi. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Si la liberté de parole existe, et là vous avez le terme de paressia, qui est un terme démocratiquement très connoté à Athènes. La paressia, c'est ce qui définit l'essence de la démocratie. Si la liberté de parole existe et que nous, citoyennes ici présentes, astai, avons le droit de parler, j'ai dit en faveur d'Euripide les choses que je croyais justes, faut-il pour cela que vous me punissiez par l'épilation? Bon, alors évidemment, on est dans la farce, mais c'est très intéressant de voir tous ces éléments qui interviennent dans un tel dialogue. Je le disais, la paressia, c'est un des maîtres mots de la démocratie. C'est le droit à la parole. On retrouve les astai pour les citoyennes. Alors bien sûr, l'auteur comique, Aristophane, ironise sur la situation des femmes en assemblée, parce que c'est ça, c'est une assemblée des femmes dans les Thesmophoria Zousai. Elles qui n'ont pas le droit de prendre part aux assemblées politiques. Mais dans le cadre du culte, vous voyez que ce genre de choses peut se concevoir. Donc le rapport au hiéra est vraiment essentiel. Mais il est intéressant de constater qu'Aristophane met précisément dans ce passage, d'une part, la capacité des femmes, la capacité politique, si vous voulez, des femmes dans ce contexte religieux, dans un contexte de thesmophorie, qui est précisément un élément statutaire très important pour les citoyennes. On l'a encore vu à Mykonos, on l'a vu à Mykonos avec l'initiation à Déméter, et d'autre part les apatouries. Les apatouries qui sont la fête où la légitimité des fils est affichée au sein des fratries, qui accueillent aussi l'offrande de la gamélia, on l'a vu la semaine dernière. Donc, outre le fait qu'Aristophane associe bel et bien les femmes à la viande, qui est ramenée à la maison, la mise en regard des thesmophories et des apatouries devait résonner auprès du public comme étant les deux fêtes où s'entremêlaient la citoyenneté masculine et la citoyenneté féminine. Je pense que ce rapprochement n'est pas un pur hasard. Et donc voilà, j'espère que vous en avoir convaincu et je pense aussi que c'était le cas dans le Thesmophorion de Tassos. Et donc vous voyez qu'on a pu ainsi sortir d'Athènes pour voir que cette question de la citoyenneté féminine en rapport avec les sacrifices était effectivement très importante. Alors, j'avais prévu juste une petite image. Est-ce que vous me laissez encore 2 minutes? Parce que je suis très en retard. Une image que je vous avais promise la semaine dernière, donc je veux tenir ma promesse. Je vous avais parlé la semaine dernière du rapport des femmes au couteau et à l'égorgement des animaux en vous disant que la tendance très forte depuis l'article fondateur de Marcel de Tienne, c'était de concevoir un interdit radical sur l'égorgement des animaux. Et c'est vrai qu'on n'a guère de fondements documentaires, et je vous ai dit en terminant mon cours de la semaine dernière, en vous montrant l'iconographie genrée du prêtre avec son couteau et de la prêtresse avec sa clé, qu'effectivement là il y avait une répartition, mais que je qualifierais d'anthropologique des tâches respectives, et non un interdit radical. Alors dans l'iconographie, on a un exemple. Alors c'est toujours très difficile de se fonder sur un exemple, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est ce remarquable cratère apulien, donc il a été fabriqué et retrouvé en Italie du Sud, en Grande Grèce donc. Il est conservé à Naples, et c'est un magnifique, une iconographie absolument splendide qu'on peut travailler sur de
toute une série de points de vue différents, notamment vous voyez le rapport entre le dieu en présence, Dionysos, qui est dans la sphère divine, et puis sa statue qui est sur le plan des mortels. Vous avez ici un autel avec une table associée, donc la trapezza qu'on voit de façon répétée dans les inscriptions. Là, on en a une image très claire avec cette officiante qui vient déposer un panier avec des fruits, des gâteaux sur la table. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment ici, à savoir cette officiante qui tient un caprin, et c'est incontestable, dans la main, elle a un couteau. Donc, ça veut dire que ce n'est pas totalement impensable. Évidemment, c'est rare, et je pense que ça correspond je vous l'ai dit plusieurs fois, à la répartition des tâches des uns et des autres, mais on ne peut pas, me semble-t-il, considérer qu'il y a une exclusion radicale et a priori des femmes de l'égorgement sacrificiel. Merci pour votre attention.